Avant de commencer, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Appuie sur like, abonne-toi et active la cloche. Ce que tu vas découvrir dépasse tout ce qu'on a pu lire jusqu'ici. Nuit glaciale de janvier 2012, 2 heures du matin, quelque part sur les hauteurs feutrées de Hollywood Hills. Un fracas sourd, puis une gerbe d'étincelles illumine la rue comme un feu d'artifice macabre. La toute nouvelle BMW de Kid Cudi se tord sous l'effet d'un cocktail Molotov. Le cuir des sièges se liquéfie en gouttes épaisses. La peinture cloque et le toit s'ouvre en corolle brûlante. Derrière leur voilage, des voisins reconnaissent la silhouette carbonisée de la carrosserie et s'échangent un même regard. Ce n'est plus un simple clash de rappeurs. Quelqu'un a vraiment franchi la ligne rouge. Au milieu du vacarme des sirènes, Cudi répète à la police « Il m'avait prévenu que ma caisse sauterait ». Il, c'est Sean Diddy Combs, icône du hip-hop et magnate aux poches profondes. L'affaire aurait pu se résumer à une menace de plus dans l'industrie si elle n'avait pas déclenché, 13 ans plus tard, un procès fédéral pour racket et traite humaine. Aujourd'hui, dans une salle d'audience de Manhattan, le platiné des trophées musicaux se heurte au marteau du juge. Comment passe-t-on d'une voiture calcinée à la perspective d'une perpétuité ? Entre ces deux images se glisse une décennie de jalousie, de versements éclairs à 8 chiffres et de mutismes achetés. Cassie Ventura, Kid Cudi, une cohorte d'assistants baptisés les disciples, et un fichier audio que le procureur brandit comme une allumette au-dessus d'un baril de poudre. Tous convergent vers un même point d'ignition. Vous allez entendre l'histoire d'un triangle amoureux devenu triangle de feu, d'un milliardaire qui pensait que la crainte était plus forte que la loi, et d'un jury à qui l'on demande de trancher si la célébrité peut servir de bouclier à un empire clandestin. Accrochez-vous, la première étincelle date de 2011 et son éclat n'a jamais cessé de crépiter. Car avant la fumée, il y a eu un mensonge glissé dans un salon d'enregistrement. Printemps 2011, studio californien baigné d'une lumière tamisée. Cassie Ventura, allure de sirène R et B, confie à Scott, Kid Cudi, Mescudi, qu'elle est détachée de Diddy. Elle parle de nouveau chapitre, de air libre, comme on referme une porte trop lourde. Dans l'ambiance moite des cabines d'enregistrement, Cudi la croit. Sur Twitter, Cassie enchaîne les lyriques énigmatiques au sous-texte amoureux. Dans les couloirs, pourtant, des assistants de Combs photographient discrètement chaque sourire échangé. Quelques semaines plus tard, Cassie appelle Cudi en larmes. Il est au courant. Son SUV est garé devant la villa de l'artiste. À l'intérieur, l'assistante Capricorn Clark grelotte d'angoisse. Selon elle, Combs a exigé des yeux dans la maison. Au même moment, Diddy, silhouette furtive, franchit une porte restée miraculeusement déverrouillée. Aucune vitre brisée, aucune alarme déclenchée, seulement le parfum glaçant d'une intrusion en douceur. Quand Cudi découvre son salon, il ne trouve ni vol ni dégradation. À la place, les cadeaux de Noël qu'il prévoyait d'envoyer à sa famille, consciencieusement déballés et disposés sur la table. Le chien enfermé dans la salle de bain. Les caméras de surveillance pointées vers le paillasson, comme si l'objectif avait honte. Un message muet, mais assourdissant. Je peux entrer quand je veux. Cassie, écrasée de culpabilité, supplie Cudi de la conduire dans un hôtel. Il accepte, convaincu qu'une mise à distance calmera les choses. En réalité, l'éloignement va nourrir la colère. Le calendrier file, Noël approche, et Diddy pianote sans relâche. Demande séprissime de rendez-vous, texto pressant, emoji à la limite de la menace. La mèche est allumée, la poudre attend son heure. La nuit est tombée, les caméras sont baissées. Mais le vrai avertissement arrive en plein jour. 14 décembre. La police consigne un appel pour intrusion inconnue, aucune défraction. Cudi raconte les cadeaux ouverts, les caméras détournées, le chien enfermé. Les agents inspectent, prennent à forme des photos, notent, aucun objet volé. Dans le rapport, une phrase revient. Intimidation psychologique présumée. L'ombre plane, mais la loi n'attrape pas un parfum. Capricorn Clark, plus tard entendu sous serment, décrit la scène depuis l'allée. Cassie pleure à chaudes larmes. Diddy serait à l'intérieur, silencieux comme un fantôme. Quand Cudi fonce vers sa maison, il hurle au téléphone « Qu'est-ce que tu fiches chez moi ?» Pas de réponse. Au moment où il franchit le portail, l'intrus a disparu, avalé par la nuit.
Le lendemain, les notifications s'empilent sur le portable de Cudi. Parlons-en. Faut qu'on se voie. Dernier avertissement. Cassie, épuisée, propose un Noël au Connecticut, loin des flashs et des gardes du corps. Cudi accepte. Pendant 3 jours, ils essaient de respirer, de rire, de croire que la tempête appartient à Los Angeles. Mais sur la route du retour, Cassie craque. Elle rompt. L'artiste rentre seul sous le ciel californien. Les textos de Didi se font plus rares, presque calmes. Trop calmes, comme la surface d'un lac quelques secondes avant qu'une pierre ne le transperce. Et la pierre, en janvier, portera le feu. 15 janvier. Un dog-sitter affolé compose le numéro de Cudi. Ta voiture brûle. L'artiste met 45 minutes à parcourir l'autoroute, le cœur tambourinant plus fort que le moteur. À son arrivée, les pompiers arrosent une carcasse noire dépourvue de toit, l'arôme âcre du plastique fondu se mêlant à celui de la suie. Dans les cendres, un col de bouteille et un chiffon trempé d'essence racontent la violence sans signature. Une coïncidence fait frissonner même les enquêteurs. 1 mois plus tôt, Cassie avait confié que Didi l'avait menacé. Tu verras la voiture de Cudi partir en fumée si tu continues. Chronologie parfaite. Pourtant, l'ADN retrouvé appartient à une femme non identifiée. L'avocat de Combs brandit ce détail. Où est la preuve? L'absence de preuve directe n'efface pas l'odeur d'essence. Cudi dépose plainte, puis accepte un rendez-vous à Soho House. Escorté du garde du corps d'Erock, il retrouve Combs, main jointe dans le dos, silhouette hyper calme. Le mogul offre de l'eau, nie toute implication, s'excuse détention, serre la main du rappeur. Tout est fluide, presque trop. Cudi repart plus mal à l'aise encore. La froideur polie lui glace le sang. Le temps passe. L'incendie retombe en rubrique fait divers. Mais la braise reste rouge, tapis sous la cendre. Il faudra plus qu'un procès civil pour la raviver. Un cœur brisé, un chèque à 8-0 et surtout, la patience obstinée d'un service fédéral en quête de preuves. 11 ans plus tard, un simple document déposé au greffe va rouvrir la plaie. D'ici à 7 novembre, Duémil avant-titré, Manhattan. Cassie Ventura dépose plainte contre Combs, une liasse d'accusations couvrant 10 ans de coercition, de violence et de trafic. Avant même que la presse n'imprime les premières lignes, un accord est annoncé. Montant estimé 20 millions de dollars. 24 heures, pas une de plus. Les tabloïds hurlent au silence doré. L'argent n'étouffe rien. 5 jours plus tard, une vidéo de 2016 fuite. On y voit Combs pousser Cassie dans un couloir d'hôtel, la poubelle renversée sous ses pieds. Le public explose. Des femmes, jusque-là muettes, contactent des associations, racontent, soirées, freak-off, drogue en libre service, téléphone confisqué. L'indignation Twitter menace de se transformer en dépôt de plaintes massif. Dans l'ombre, les agents de Homeland Security Investigations compilent témoignages et relevés bancaires. Les mots « fourniture de substances »,« chantage »,« transport inter-État » reviennent comme un refrain sombre. Un procureur fédéral glisse à un journaliste. Il dirigeait ses tournées comme d'autres dirigeants un cartel. L'issue du chèque? Paradoxale. Au lieu de fermer le dossier, elle attire les projecteurs. Les procureurs flairent l'opportunité. Si Combs est prêt à payer aussi vite, de quoi a-t-il peur? La réponse va résonner à l'aube, quand les gyrophares bleus envahiront 2 littoraux en simultané. 25 mars 2024, 6h02, la porte tombe à Holmby Hills. Côte ouest, soleil à peine levé. Des camions HSI bloquent l'allée de la villa californienne. Au même instant, leurs collègues entrent à Star Island, Miami. Ils saisissent disques durs, boîtes de cash, tamine, ecstasy, oxycodone. Dans un coffre, plusieurs téléphones prépayés. Combs, en déplacement, échappe à la scène, mais ses voisins filment le balai policier. Quelques mois plus tard, une audience préliminaire révèle un détail affolant. Malgré les perquisitions, Combs aurait continué d'organiser des freak-offs. Tapis plastique déroulés, baby oil en jerrycans, musique assourdissante. Une témoin protégée, nom de code Jane, raconte qu'on la menaçait de diffuser des vidéos compromettantes si elle refusait. Elle pleure en décrivant l'humiliation d'être appelée « ma pipe » devant le staff. La presse britannique révèle qu'en Floride, les agents ont aussi listé des armes non déclarées. À la barre,
L'accusation affirme que ces pistolets servaient moins à tirer qu'à rappeler le prix de la désobéissance. Silence contre survie, résume un enquêteur, dollar contre dignité, répond un autre. Pendant ce temps, l'avocat de la défense qualifie l'opération de spectacle surmédiatisé. Il parle de soirées d'adultes consentants, de liberté sexuelle, et jure que son client est victime d'une chasse aux sorcières. Ouverture du procès, Manhattan, salle 26B. Le procureur compare Combs à un PDG du contrôle qui recrute, isole, paie et fait taire. En face, la défense insiste. Plaisir adulte, jalousie post-rupture, argent facile, la peine maximale. Kid Cudi s'avance ensuite, rappelle la menace, le molotov, la poignée de main glaciale. L'avocat Brian Steele lui fait admettre que la porte était grande ouverte la nuit de l'intrusion et que l'ADN sur la BMW est féminin. Mais quand Cudi décrit l'expression surnaturelle, les chroniqueurs judiciaires recensent un rituel déroutant. 7 témoins, 7 saluts, respectueux à Combs, l'homme qu'ils accusent de leur avoir pourri la vie. Le ministère public y voit la preuve d'un contrôle psychologique extrême. La défense y puise l'argument d'un amour-haine qui rend leur récit suspect. Un expert, sous pseudonyme, une ex-stagiaire raconte qu'un collègue a failli s'en finir après des semaines de menaces. Un autre jure avoir vu la Jaguar d'une danseuse glisser tout. Le juge planifie les plaidoiries finales pour le 20 juin, laissant la perspective d'un verdict avant la fête nationale. Des rumeurs de au-delà de Combs, c'est l'écosystème hip-hop qui tremble. Titre Bad Boy Classics. Retirés de certaines radios, sponsors qui gèlent leur budget, chanteurs qui effacent des tweets élogieux publiés en 2014. Un vétéran de l'industrie lâche, cigarette au coin des lèvres. Si le jury dit coupable, le 31 décembre, les DJ devront réécrire leur set. Le public, lui, oscille entre fascination et dégoût. Tout a commencé par un flash incandescent, celui d'une BMW en flammes. Pourtant, le vrai incendie couvait ailleurs. Dans des suites où l'huile pour bébé remplaçait la déco, dans des SMS où un milliardaire écrivait « Tu es ma bouffée » pour garder une emprise, dans des couloirs où des assistants astiquaient le sol avant même que la musique ne s'arrête. Chaque tison, voiture, chèque, larmes, s'élève à présent. Dans l'industrie, certains murmurent déjà « plus jamais ça ». Mais « jamais » est un mot fragile. Il ne tient que si nous écoutons les voix longtemps étouffées, si nous restons vigilants face au prochain roi autoproclamé. Restez branchés, le jugement marquera peut-être la fin d'un règne, mais il ne scellera pas l'histoire des victimes anonymes qui, elles, attendent d'être entendues. Activez la cloche, abonnez-vous et posez-vous la dernière question. La vérité survivra-t-elle à la célébrité? Si vous pensez que chaque braise mérite qu'on la surveille, restez avec nous. Parce que la prochaine fois qu'un moteur explose dans la nuit, vous saurez peut-être, avant tout le monde, où chercher l'étincelle.